conforme, ce qu'elle devrait être, mais nous n'étions pas des militants. Donc là, tout de suite, on a senti que c'était plus militants. Puis alors, il y a un phénomène de hiérarchisation, certes progressive du corps, mais très rapide. Bon, on a commencé à avoir un corps de directeur adjoint dans la hiérarchie. Bon. Et on a commencé à avoir, etc. Si vous voulez, et tout ça, et des gens qui n'étaient plus en section. Donc des intermédiaires entre le directeur départemental, le directeur général et les inspecteurs. Et donc aussi, ce que je disais, une perte d'audience très rapide du SNIST. Dans l'exercice des fonctions. Alors, le contexte économique et social a évolué aussi rapidement. Je rappelle que si immédiatement après 68, 69, 70, il y a eu un regain d'activité et des créations d'entreprises assez rapides, très vite, on a eu la première crise, puisqu'on n'arrête pas à sortir des crises, la première crise qui est celle de 73. Pas l'histoire, hein, vous avez appris ce qu'était 73, avec une montée du chômage très rapide en 1974. Là, je vais encore vous donner une anecdote. Moi, j'ai été nommé directeur départemental en sortant de section d'inspection, ce qui ne se fait plus maintenant. Je ne cache pas. J'ai été nommé directeur départemental en mai 74, le lendemain de l'élection Giscard. J'ai été nommé directeur départemental dans un petit département qui s'appelle les Deux-Sèvres, chef du Niort, où il y avait à l'époque 15 ou 16, je ne suis pas sûr qu'il y avait 15 ou 16 agents, il y avait une section d'inspection qui était dirigée d'ailleurs par un directeur adjoint, mais qui avait de l'ancienne génération, et disons, je ne sais plus exactement quel... J'ai été nommé dans ce petit département, et je reviens de vacances, pour une fois j'étais parti de vacances au mois d'août, là, hein, et donc je reviens, et au mois de septembre, quand je reviens, on me dit, mais on est envahi par le chômage partiel. Et effectivement, vous verrez ça sur votre bureau. Et effectivement, alors que le chômage partiel, très honnêtement, j'en avais un peu traité dans ma carrière, mais pas beaucoup, et je me suis retrouvé avec effectivement des paquets comme ça. Les entreprises demandaient le chômage partiel. Et brutal, très très brutal. Notamment, il y avait dans les Deux-Sèvres des entreprises qui faisaient du contreplaqué, qui travaillaient pour le bâtiment. Bon. Toutes ces entreprises-là, Roufipan, Rougier, etc., toutes ces boîtes-là étaient en chômage partiel. Et on a commencé à avoir une situation qui a été, excusez-moi, une montée du chômage très forte, avec des conflits pour l'emploi et les conditions de travail. On n'est plus dans les conflits pour les salaires. On est dans les conflits pour l'emploi et les conditions de travail. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez du conflit des LIP. Eh bien, des conflits de ce type-là, on en avait. Et pas aussi médiatisés, bien sûr. On en a tous eu. Il faut savoir que ça, c'est une modification importante. Le tournant de 68, c'est aussi ça. C'est cette montée du chômage, c'est cette modification dans le type de conflit dans les entreprises, c'est le renouvellement des syndiqués et des pratiques syndicales dans le privé notamment, c'est la création des collectifs, c'est la méfiance de beaucoup de syndiqués vis-à-vis des hiérarchies syndicales. Il y a toute une génération de jeunes syndiqués, notamment à la CFDT d'ailleurs, qui a commencé à rejeter à la fois la hiérarchie syndicale antérieure, l'administration. Moi, je me suis fait quasiment jeter un jour par un gars dans la chimie qui m'a dit, qu'est-ce que vous foutre ici, je suis inspecteur du travail, on n'a pas besoin d'inspecteur du travail, vous êtes tous des vendus. C'est comme ça, hein. Bon. Ce garçon a d'ailleurs eu, disons, une belle carrière au sein de la CFDT, mais du coup, je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Mais donc, c'est pour ça que, si vous voulez, mais c'était pas une confiance forte vis-à-vis des hiérarchies syndicales, vis-à-vis de l'administration et de l'État en général. Bon, ça, si vous voulez, ça c'est un phénomène qui a jailli. Alors, bien sûr, je n'ai pas d'éléments matériels, ça peut exister d'ailleurs, qui permettent de dire effectivement l'ampleur que ça a prise.
Ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, c'est un phénomène qui s'est cristallisé après les événements de mai 68 et jusqu'à la crise de 73-74. En 3-4 ans, là, on a dans le secteur privé une modification importante du contexte économique et social. Je ne sais pas dans le public, puisque je vous rappelle, vous le savez comme moi, nous ne contrôlions absolument pas le secteur public à l'époque. Donc, le contexte juridique aussi a évolué de façon importante. Je rappelle ce que je vous ai dit, parallèle avec ce que je vous ai dit après la Libération, on a eu un contexte législatif, juridique qui avait changé. Là aussi, c'est la reconnaissance du droit syndical, très important. C'est toute la réglementation sur le licenciement individuel. Hein? C'est quand même aussi très important. C'est les CHSCT et non plus les CHS. Vous ne l'avez pas vécu, mais moi je peux vous dire qu'il y a une grande différence. C'est pour les services la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Ça peut vous paraître anecdotique, je peux vous dire que c'est un truc qui nous est tombé sur la gueule à partir de 1969 et qui a été très lourd. On ne l'a plus, bien sûr, ça a été passé à d'autres. Mais, alors, les inspecteurs n'étaient pas directement concernés par ça, mais c'est quelque chose qui est venu alourdir les services. J'allais dire, occuper un peu plus le patron, le directeur départemental, et empêcher cette sorte de lien un peu direct qu'il y avait auparavant et qui est devenu de plus en plus ténu. Et les préoccupations du directeur départemental n'ont plus forcément été uniquement ou quasi uniquement des préoccupations d'inspection du travail, c'est-à-dire de droit du travail, d'application du droit du travail, etc. Ça a été des préoccupations qui étaient un peu matérielles, qui le faisaient tomber dans le giron du préfet et de l'administration centrale. Et donc, ces différentes préoccupations-là ont joué un rôle. Ce n'est pas anecdotique que je vous en parle. Bien. Là aussi, je veux quand même une anecdote. La rémunération des stagiaires, c'était le boulet. Je me souviens à Nantes, parce que je suis aussi quelques années après directeur à Nantes, je me souviens que certains mois, j'arrivais à signer 4500 chèques de rémunération de stagiaires. Un boulot idiot, et qui vous bouffe du temps. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand même ça aussi le virage qui a été pris et qui est important. Alors, ça s'est traduit par quoi, ça? Accroissement des effectifs dans les DD, bien sûr, pour faire toutes ces tâches-là, notamment les auxiliaires. Là qu'on a commencé la bordée de recrutement d'auxiliaires. Ça a commencé avec la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Ça s'est poursuivi par la mise en place des cotorep. Ça s'est poursuivi également par, après, un peu plus tard, par le plan bar, ce qu'on appelait le plan bar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a recruté à la va-vite des auxiliaires dans l'optique des élections législatives de 1978 pour faire réussir le fameux plan bar de 77 parce que la majorité avait chaud aux fesses et qu'on a recruté, à mon avis, je ne dis pas ça parce que peut-être certains d'entre vous ont-ils été recrutés à cette époque-là, c'est possible. Mais on a recruté de façon, à mon avis, totalement dérogatoire au principe de recrutement dans la fonction publique. Il n'y a pas eu de concours, il n'y a même pas eu d'examen. On a dit, mais il y a la fille du boulanger du coin qui est disponible, paf, on l'embauche. Ça a été incroyable. Bon. Et ça n'ôte aucun mérite à ceux qui, après, ont fait leur trou chez nous, et ont pu progresser dans la hiérarchie. Mais je veux le dire que c'est des pratiques que nous avons connues. Donc nous avons eu les bordées d'auxiliaires, qu'il a fallu après régulariser. Je ne rappelle pas ici les combats qu'il a fallu mener pour régulariser ces trucs-là. Bon. Donc, ensuite, augmentation du nombre des sections et des inspecteurs et des contrôleurs. Bien sûr, on a augmenté le nombre des sections, on a fait des sections un peu plus gérables, quant aux effectifs, j'entends, et qui permettent enfin de faire véritablement des contrôles.
c'est pas simplement de survoler les choses, d'aller d'urgence en urgence, mais cette augmentation des sections, des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail recrutés à un autre niveau, ayant d'autres exigences, et donc des revendications. Donc on est tombé dans un système comment pourrait-on dire, snité, hein, c'est-à-dire où le SNIT dirigeait tout, dans lequel il n'y avait aucune... Personne n'ouvrait sa gueule, il faut dire les choses comme elles sont, après quelques exceptions près, dans un système où les gens ont commencé à réagir, étaient plus syndiqués, plus revendicatifs, en disant, ouais, bon, si vous voulez, c'est très différent. Accroissement automatique des conflits hiérarchiques, et contestation, perte de confiance, j'en passe. Accroissement de la complexité juridique, avec, bien sûr, des textes parfois un peu difficiles à faire appliquer, comme les lois Auroux et autres. Accroissement de la complexité juridique, les lois Auroux c'est plus tard, hein, mais avec un corollaire qui finalement n'est pas une mauvaise chose, c'est que je pense que c'est à cette époque-là qu'il a commencé à y avoir une ouverture à la magistrature. Alors, comprenons-nous bien, c'est pas parce que ça a été dans notre sens que ça allait de soi. C'est qu'aussi dans la magistrature sont entrés à cette époque-là des gens qui ne voyaient plus les choses comme l'ancienne hiérarchie de la magistrature. Hein, on est bien d'accord. Hein. Ça ne s'est pas fait unilatéralement. Ça s'est fait parce que dans les deux corps, il y a eu la volonté que ça se fasse. Bon. Mais moi, je suis assez admiratif parce qu'à cette époque-là, on a commencé à pouvoir parler avec certains magistrats. Excusez-moi. Là, on n'était pas pris pour les rigolos intégraux qui cherchaient à emmerder les entreprises. Je vous l'ai dit avant, c'était ça. Donc, il faut bien... alors ça, si vous voulez, c'est un peu un corollaire. Et puis, d'autre part, les magistrats, ils ne comprenaient forcément pas tout. Déjà, ils ne comprenaient pas les recettes sur les chantiers du bâtiment, et ce que c'était qu'un garde-corps, et une plainte, et j'en passe des meilleurs, ça on peut le comprendre. Mais là, on était dans les difficultés juridiques. Voilà. Donc, ouverture à la magistrature. Enfin, dernier point... mais je souligne très rapidement, c'est qu'on a eu aussi une période de réactivation du contrôle de l'emploi, ça on n'en a pas parlé, enfin pas tout dire, notamment à partir en 1976 avec la circulaire Chirac qui a créé l'ancêtre du SPE, c'est-à-dire une sorte de commission départementale de l'emploi sous l'autorité du préfet. Là, rôle accru des préfets, extrêmement important, un poids très fort des préfets sur les directeurs départementaux, qui obligeaient les directeurs départementaux à avoir d'autres considérations à prendre en compte que, une fois de plus, les problèmes d'inspection du travail, contrôle du travail. Et la réactivation du contrôle de l'emploi, on en reparlera pour la période après 80, parce que là, ça a eu aussi un impact sur l'inspection du travail passé 1981. Voilà, ça c'est pour moi le deuxième grand virage. Hein. Si on fait le parallèle, la libération, la période 68-75, quant au statut de l'inspection du travail, c'est-à-dire des inspecteurs et des contrôleurs, quant au contexte économique et social, quant aux pratiques dans les entreprises, je crois que là, il y a eu un virage important. Alors, les pratiques dans les entreprises à cette époque-là, ça a été quand même différent. Pourquoi? D'abord, on était plus nombreux. Ensuite, il y avait quand même parmi nous des gens jeunes, plutôt militants, et qui entendaient un peu porter le fer dans l'entreprise. Bon, ça a fait des incidents forts, hein, je ne cache pas. Il y a quelques préfets qui ne comprenaient pas. Et donc, et des dédés qui tremblaient un peu dans leur froc. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça, il faut l'avoir à l'esprit. En revanche, bien sûr, l'inspection du travail, inspecteurs et contrôleurs, ont été plus présents dans l'entreprise à cette époque-là, parce qu'ils étaient plus nombreux, parce qu'ils avaient plus la volonté d'y aller. Mais ils ont essayé de faire appliquer des textes qu'on ne cherchait pas forcément à faire appliquer à tout prix. C'est là qu'on a commencé à chercher, que le corps a commencé à chercher des infractions
du type obstruction, fonctionnement d'un CE, obstruction au fonctionnement d'un délégué syndical, etc. Chose qui était extrêmement rare auparavant. On était plus dans le contrôle un peu formel. Même si, une fois de plus, on intervenait dans les négociations. Bon. En revanche, dans les conflits, l'inspection du travail commençait à ne plus apparaître. Parce qu'elle n'était pas forcément reconnue comme apte à intervenir dans les conflits à cette époque, par les délégués syndicaux, ou par les représentants syndicaux. Parce que certains estimaient que ce n'était pas leur rôle, qu'il fallait laisser les partenaires sociaux sur ce sujet-là. Parce que les nouveaux permanents, les nouveaux représentants départementaux ou locaux, c'est-à-dire les nouveaux hiérarques du syndicalisme, ne faisaient pas appel aux inspecteurs du travail. Bon. Voilà, il y a d'énormes raisons pour lesquelles on est beaucoup moins intervenu dans les conflits que avant 1968. Là, si vous voulez, il y a une coupure aussi. Donc, il y a un certain nombre pour moi, c'est un tournant important parce qu'il y a eu effectivement, dans les pratiques, dans le statut, dans la réglementation, dans le contexte économique et social, des modifications substantielles que je vous ai exposées trop rapidement, mais je vous laisserai poser des questions tant que vous voudrez. Alors, 1981. J'ai beaucoup réfléchi, parce que comme j'avais vu que Sinigali avait insisté en disant l'arrivée de la gauche au pouvoir, la haute hiérarchie des services, point d'interrogation, une épuration, point d'interrogation, un nouveau souffle pour l'inspection. Alors, je me suis dit, effectivement, comment, toi, vois-tu 81 ? 1981, j'étais directeur départemental à Nantes. Voilà. Je suis passé de Niort de Sèvres à Angers, hein, et puis en 1980, je suis passé directeur départemental à Nantes. J'ai fait des courts passages de 3 ans à peu près dans 3 postes de directeur départemental. Mais, et puis après je suis passé régional pendant plus de 20 ans, en fait ça c'est autre chose. Donc, je me suis dit, comment vois-tu toi 81, comment l'as-tu perçu, et est-ce que c'était vraiment un virage ou pas ? Non. Ça a été un accélérateur de l'évolution du rôle de l'inspection du travail. Voilà comment je l'analyse. Pourquoi ? Alors, d'abord, parce que la mise en œuvre des lois au rouge, je vous rappelle, les lois au rouge, c'est quand même très particulier. Si vous me demandiez maintenant de vous faire un cours sur les lois au rouge, j'en suis infoutu. On est bien d'accord. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Parce que c'était parfois... pas facile à prendre, hein. Pas facile à agripper. Et c'était pas facile à faire appliquer. Bon. Et il y a quand même certains de nos collègues qui ont trouvé que c'était très valorisant, et qui se sont lancés là-dedans à fond la gamelle. C'était un tort. Les cocos. Attendez, je vous ferai vos commentaires tout à l'heure. D'autre part, je rappelle que c'est une époque où une importance accrue a été donnée au contrôle des licenciements pour motif d'ordre économique. Bon. Et que là aussi, certains de nos collègues se sont lancés à fond là-dedans. Ce qui fait que temporairement, l'inspecteur du travail du début des années 80 est devenu une sorte de passeur régulateur économique et social dans l'entreprise, au total détriment des attributions traditionnelles. Alors on a eu un gros moment d'égarement, pas tous, mais il y a quand même, alors je ne sais pas comment vous l'analysez, mais moi j'ai senti parfois un gros moment d'égarement à cette époque-là, et je vous ferai d'ailleurs remarquer que lorsqu'en 1980, après le revirement économique là, de 83-86, beaucoup de ces inspecteurs du travail ont quitté le service. Voilà, je vous rappelle, il y en a qui sont consultants, DRH. il y en a qui sont DRH, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont dans des entreprises diverses et variées. Et je me souviens des réflexions d'un d'entre eux qui m'avait dit, moi je fous le camp, parce que moi, si maintenant je ne peux plus aller empêcher les licenciements dans les boîtes,
et mettre en œuvre les lois au rouge, j'ai plus rien à foutre. Je m'excuserai, mais il y en a un qui m'a dit ça. Bon. Je pense que là, nous avons eu un moment d'égarement. Excusez-moi. Pas tous, hein, une fois de plus, pas tous, mais certains ont eu un moment d'égarement. On me dirait comment vous l'avez vécu. Je l'ai un peu vécu comme ça. Bon. En revanche, l'arrivée de la gauche n'a pas eu d'impact fort sur le corps, à la différence des préfets. Alors là, je vous rappelle qu'il y a eu quand même 81 préfets mités ou virés dans les 10 jours qui ont suivi le 10 mai. Je ne vous l'ai pas apporté parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais pourtant je l'ai dans mes archives. Il y a un dessin de Plantu, c'est à peu près le 20 mai, qui est le suivant. Il y a un préfet à casquette avec un grand drapeau derrière qui est sur une tribune, qui est en train de faire son blabla en disant la gauche c'est parfait, la gauche c'est très bien. Et puis il y a des gens devant qui l'écoutent. Et puis il y a un petit gars, qui vous connaissez, un attaché de préfecture, qui arrive en courant et qui dit monsieur le préfet, vous êtes viré. Bon, autrement dit, ce dessin de Plantu il est magnifique. C'est un plus beau dessin de Plantu que je connaisse. Et c'est vraiment l'ambiance de l'époque pour les préfets. Je vous rappelle, c'est facile à retenir, en 81, il y a eu 81 préfets de mutés de virés dans les 10 jours qui ont suivi le 10 mai. Tous les recteurs ont été virés, tous. Et en ce qui concerne la haute hiérarchie de la magistrature, ça a été plus astucieux. Elle était décapitée par l'abaissement de la limite d'âge. Je vous rappelle que les magistrats de 71 ans et que ça a été ramené à 65 ans avec une possibilité d'aller à 67 ou 68 pour certains présidents de cour de cassation, de cour d'appel. Alors du jour au lendemain, évidemment, enfin du jour au lendemain, le temps de mettre en application la loi, toute la haute hiérarchie de la magistrature a été virée de cette façon-là. Bon, je vous le rappelle, c'est l'histoire. Bon. Mais la hiérarchie du corps, chez nous, a échappé à toute épuration, et malgré... Alors, il faut en chercher les causes. Nous étions sans doute moins dangereux que des recteurs, des magistrats ou des préfets. Ça a peut-être été conçu comme tel. Ou moins utile, j'en sais rien. Alors, moi, je suis encore en train de me poser la question, parce que à l'époque, j'ai vécu 2 anecdotes que je vais vous raconter quand même, parce qu'il faut aussi qu'on raconte un peu des anecdotes, c'est parfois de cette époque-là. Donc, je vous ai dit que j'étais directeur à Nantes, et en l'espace dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai vécu 2 choses. La première était la suivante, qui paraît étonnante. À l'époque, j'avais un de mes anciens profs de français, latin, grec, qui était maire de Chapelle-sur-Erdre, c'est un bled à côté de Nantes. Et un jour, il m'avait invité, juste après les événements de mai, pour fêter je ne sais pas quoi, il m'avait invité. Donc je suis allé le voir, et il y avait à l'époque celui qui était maire de Saint-Herblain, à l'époque. Et celui qui était maire de Saint-Herblain à l'époque, un personnage important du PS, et qui l'est toujours, s'adresse à moi et me dit « Bon, ben maintenant, c'est terminé, vous ferez plus les conneries que vous faites, on va vous foutre sous l'autorité du préfet. » Ah, j'ai dit « Ah bon, monsieur le maire ?» Je n'étais pas député, je crois, à l'époque. J'ai dit « Ah bon, monsieur le maire, vous vous mettez sous l'autorité du préfet, vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui se justifie? Oui, vous en faites trop à votre aise, vous comprenez, vous accordez les licenciements trop facilement, etc. Vous serez sous l'autorité du préfet. » Je ne suis pas sûr que nous ayons à en gagner. Et c'est tout. Je n'ai pas dit autre chose, et j'ai insisté. Mais nous n'avions quand même pas perdu totalement la confiance des gens, puisque quelques jours après, M. Rocard, à l'époque ministre du Plan, arrive à Saint-Nazaire avec sa grosse serviette et est reçu à la maison des syndicats par la CGT, puisqu'à l'époque à Saint-Nazaire c'était essentiellement la CGT, et le permanent de la CGT accueille Rocard à l'entrée de la salle. Tous les camarades étaient dans la salle pour venir écouter le camarade Rocard faire son intervention, et j'étais avec le préfet. Et alors, le permanent, devant Rocard, le permanent de la CGT, Rocard commence à entrer, entrez donc, monsieur le ministre, et le préfet lui emboîtait le pas.
Le gars dit non, le préfet n'entre pas. L'inspecteur du travail, oui, mais pas le préfet. Moi, j'étais emmerdé, excusez-moi. Mais j'étais emmerdé. J'étais emmerdé. J'ai regardé le préfet, il m'a dit bah allez-y. Et moi, je suis rentré avec le cas et le préfet restait à la porte. Bon. Alors, si vous voulez, entre ces deux anecdotes, je me dis que finalement, en mai 81, on n'a pas forcément perdu. Bon, comprenons-nous bien. Je crois que je pense qu'on avait regagné pas mal de confiance, et je peux vous le dire maintenant, la nouvelle génération des préfets a plutôt fait confiance au corps. Bon, moi je ne dis plus comme tel, et mieux assurer notre indépendance à cette époque-là. Bon. Il faut dire que dans les nouveaux préfets qui a été nommés à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de préfets qui n'avaient jamais été préfets. Bon, je me souviens de quelqu'un qui était un des conseillers du maire de Nantes, qui a été nommé préfet d'un département du centre. Il y avait un certain nombre de gens qui ont été nommés préfets à cette époque-là. Ils n'ont pas forcément fait carrière, hein, parce que le corps de la préfectorale a repris la main après. Bon. Mais à cette époque-là, il y a eu un certain nombre de préfets qui ont été nommés, et ça a été plutôt une période qui nous a été favorable. Ça, c'est ce que j'appelle le nouveau souffle, parce qu'il y a quand même eu un souffle à ce moment-là. Même si certains ont pensé qu'on avait un rôle à jouer important dans la régulation économique dans l'entreprise, par le biais d'un certain nombre de lois, et je pense que c'est quand même eu un nouveau souffle. Malheureusement, tout ça a été un peu retombé, vous le savez, dès le tournant économique de la rigueur de la gauche, hein, on l'appelait comme ça a été, à partir de 84-85. Et surtout les élections législatives de 86. Je vous rappelle qu'en 86, eh bien, la gauche a été battue aux élections législatives. La déception vécue par certains inspecteurs, je vous les ai dit, les ont amenés à d'autres voies. Alors vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire mieux que moi, hein, même si je l'ai vécu en direct avec des RTFP d'Île-de-France. Je vous rappelle que je l'ai quand même été presque 10 ans. Hein. J'ai été de 93 à 2003, au début 2003, avec l'inflation des attributions dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors, après, on parlera peut-être alors là, après, de l'indépendance, de l'enseignement, des perspectives, car j'ai des choses à vous dire, si vous voulez bien les entendre, mais je pense que je peux arrêter là, dans un premier temps, et vous laisser poser des questions sur ce premier aspect que j'ai évoqué. Et même si ce n'est pas la partie qui, pour vous, est la plus intéressante, je crois qu'il était nécessaire que je l'évoque. Voilà, c'est la partie un peu historique. Donc je ne vous en voudrais pas si vous n'avez pas de questions à poser sur cette partie-là. Bien. Alors attendez, je vais boire un petit coup quand même. Ben, prenez votre chocolat surtout. Il est 4 heures, certainement. Certainement. Non, 3h30. Non, mais c'est le chocolat de 3h30. Oui, je sais que c'est mauvais. Ils n'en ont pas eu, hein? Oh, si. Bon, ben on va continuer. Et après, je pense que ce que je vais vous dire sera de nature à vous aider à poser des questions. Ou réagir, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez réagir. J'ai dit des choses qui peuvent heurter sur 81. Moi, je vous ai donné ma vision. Voilà. Oui, sur l'indépendance, vous nous avez parlé de l'indépendance vis-à-vis de la... Ils vont fumer. Ah bon, Vous nous avez parlé de l'indépendance vis-à-vis de votre hiérarchie, mais vous ne nous avez pas parlé de l'indépendance vis-à-vis des ministres, parce qu'ils devaient quand même intervenir, et puis des patronats divers qui pouvaient intervenir auprès des ministres ou auprès de votre hiérarchie. Donc qu'est-ce qu'il en était dans ces années-là? Bonne question. Et puis, autre sujet, nous parler de 68, parce que, de ce que je sais moi de 68, c'est que les inspecteurs du travail sont restés dans leur bureau et n'ont pas fait grève, attendant que les syndicalistes viennent les voir pour régler les conflits au niveau local, et puis pendant 2 mois ils n'ont vu personne, et c'est quand même le seul corps
de fonctionnaire qui n'a pas fait grève en 68. Alors, je sais peut-être Moi, j'ai pas fait grève, non. une mauvaise information. Mais... Non, mais je vais vous en parler. Bon, non, mais si vous voulez, c'est sciemment que je n'avais pas parlé de 68. En revanche, en ce qui concerne l'indépendance, à cette époque-là, l'inspecteur du travail ne voyait pas les préfets. J'ai dû voir un préfet en tout et pour tout une fois pour une histoire de refus d'autorisation du licenciement dans une boîte, licenciement de délégué. Mais si vous voulez, les préfets, s'ils pesaient, ils essayaient plutôt de peser sur notre hiérarchie, c'est-à-dire sur le directeur. En revanche, personnellement, je n'ai aucun exemple de cas où le directeur m'a dit en direct, voilà, je suis saisi d'une demande de la part du préfet pour, etc. Donc ça, je n'ai pas. Bon. Il faut dire que les deux directeurs régionaux que j'ai eus quand j'étais inspecteur du travail, parce que je n'en ai eu que deux, c'est-à-dire avant 74. Alors après j'en ai eu, mais que quand j'étais DD, ça c'est autre chose. Là j'ai des anecdotes à raconter, mais ça c'est pas dans le cadre de ce sujet-là. Et les deux que j'ai eus, finalement, n'étaient pas des gens qui vous disaient, enfin, ils n'osaient pas d'ailleurs, vous dire, même si quelqu'un leur avait dit, votre inspecteur du travail c'est un merdeur, il faudrait qu'il fasse ça et ça, ils n'étaient pas du genre à vous appeler et à vous le dire. Vous devez être la trouille, quoi. Enfin, la trouille, ils n'osaient pas, quoi. Bon. Autrement dit, là, j'ai pas... alors, les patrons, c'est autre chose. Les patrons, c'est autre chose. Mais le seul avec qui j'ai eu vraiment maille à partir, c'était un adjoint de Le Canuet à Rouen, qui dirigeait une boîte qui fabriquait des appareils de chauffage, Francia, ça s'appelait. Et une grosse boîte de chauffage, d'appareils de chauffage, à l'époque. Et il était adjoint et il avait la Légion d'honneur. Et je l'avais envoyé en correctionnel pour une histoire, parce que vis-à-vis de ses délégués, enfin bon, il ne tenait pas ses comités, il ne tenait pas ses réunions de comité, vis-à-vis de ses délégués, il y avait des problèmes, enfin je l'ai envoyé en correctionnel. Et quand je suis allé le voir pour lui dire, ben voilà, parce que à l'époque c'est ce qu'on nous apprenait, hein, on disait au patron, franchement, voilà, je relève infraction avec regard, pas du tout. Je suis allé le voir, alors là, j'ai cru que j'allais me faire taper dessus. Là. Et il a bondi comme un fauve, et il m'a dit, vous entendrez parler de moi, j'ai la Légion d'honneur. Et alors, moi, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je l'ai. Hein. Et il ne faut pas raconter l'histoire. Et j'ai la Légion d'honneur, j'ai le bras long, vous allez entendre parler de moi. Je n'ai entendu parler de rien. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, on était plutôt... Notre problème, c'était de se faire entendre par les magistrats. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été relaxé, le gars. Hein. Je ne me souviens plus. Mais, parce que c'est là, la pression elle était là plutôt que sur nous, à cette époque-là. Bon. Les choses qui allaient au tribunal, c'était, pour nous, c'est quand même quasiment comme un échec. Parce que derrière, ça ne sortait pas. On n'arrivait pas à les sortir. Donc, si vous voulez, je n'ai pas senti de pression sous cet angle-là. Alors, au comportement des inspecteurs du travail pendant les événements de mai 68. Inspecteurs et contrôleurs réunis, monsieur. Bon, effectivement, ils sont restés chez eux. Chez eux. Pas au bureau, même pas au bureau. Le seul qui allait au bureau, à Rouen, c'était moi. Bon. Et non seulement j'allais au bureau, mais encore je prenais ma voiture quand j'ai eu de l'essence. Parce qu'attendez, si la CGT m'avait pas refilé de l'essence, le préfet estimait que les inspecteurs du travail n'avaient pas besoin d'avoir d'essence dans leur bagnole. Non. C'est-à-dire que vous savez qu'à ce moment-là, il fallait avoir des bons d'essence. Vous étiez prioritaire, vous étiez infirmier, brancardier, vous étiez ambulancier, vous étiez etc. Vous étiez pompier, bon, vous aviez droit à l'essence.
Nous, inspecteurs du travail, on n'avait pas droit à l'essence. On n'avait pas de bonus. Et bon, ben, l'essence, je me suis débrouillé pour en avoir. Je vous le dis sans vergogne, c'est la CGT qui m'a filé de l'essence. Bon. Fou, c'est égal. Et donc ça m'a permis, effectivement, de... donc je n'étais pas à la CGT, je vous le dis tout net. Donc c'est la CGT qui m'a permis de pouvoir circuler. Donc je suis allé... J'ai continué à aller au bureau le matin, mais il n'y avait plus personne. Les contrôleurs restaient chez eux, les autres inspecteurs restaient chez eux, ils n'étaient pas au bureau. Et même le directeur régional départemental, il est resté planqué. Il m'a simplement appelé un soir, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Renault à Cléon a été occupé très rapidement. Bon. Et le chef du personnel, le directeur et le chef du personnel, ça ne s'appelait pas DRH à l'époque, on disait chef du personnel, ça s'appelait Filet d'ailleurs, et son adjoint s'appelait Laporte, c'était un ancien contrôleur du travail d'ailleurs, Laporte. Et Filet, Laporte et le directeur de l'époque, je n'ai plus son nom, avaient été bloqués par les syndicats dès le lancement du mouvement, par les organisations syndicales. Bloqués retenus, disons retenus. Moi, j'avais pu aller les voir. Je n'avais pas pu les faire sortir, parce que je suis allé les voir le lendemain, ou sur le lendemain. Les organisations syndicales m'ont laissé entrer, m'ont dit vous pouvez discuter avec eux, mais nous les gardons. Non, moi j'avais dit libérez-les. Ils m'ont dit non, pas question, on les garde, etc. Bon. Très bien, donc je suis allé les voir. J'aurais pas porté d'orange parce que j'en avais pas, mais je suis allé les voir, mais j'ai pas pu les faire sortir. Et au bout de 8 ou 10 jours, l'usine était toujours occupée. Mon directeur régional, dont je n'avais pas entendu parler depuis au moins 10 ou 12 jours, me téléphone un soir, chez moi, et il me dit Tribault, il faut que demain matin à 5 h, vous soyez à Cléon, à l'entrée de l'usine. Je lui dis mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vous le dis confidentiellement, le préfet m'a dit qu'ils allaient dégager l'entrée de l'usine Renault à Cléon. Bon, voilà. Bon. Donc, c'est la seule fois où j'ai entendu parler de mon régional pendant la période. Donc, avec l'essence que m'avait fourni la CGT, moi j'ai pu aller faire le tour des entreprises. Je n'ai pas toujours, et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un virage qui était pris. Hein. Je n'ai pas toujours été bien reçu. On me disait, bah, c'est gentil de venir nous voir. Mais maintenant, alors il y en a même qui s'y croyaient. Hein. Maintenant, c'est nous les patrons. Bon. Et donc, il y a eu un petit mouvement comme ça. Hein. Il faut le comprendre, quoi. Et donc, j'ai eu l'impression que j'allais les voir, mais ça ne servait pas à grand-chose. Bon, ils attendaient autre chose. Ils n'attendaient pas que je leur dise reprenez le boulot. Pas, vous voyez, c'est très clair. Et ils savaient très bien que je n'avais pas le pouvoir d'obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, c'est sûr que la plupart de nos collègues n'ont pas été courageux, mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait ait été d'une grande utilité. Voilà. Donc, et parce que vous savez, ça s'est libéré très brutalement avec le défilé du 30 mai, qui avait été organisé par l'UMP à la suite du retour de De Gaulle. Bon. Mais j'allais dire, ça s'est débloqué brutalement, comme ça s'était enclenché brutalement. La veille du jour où, la veille du jour où à Cléon, ils ont bouclé les trois patrons, là, j'avais été mettre fin à un conflit, enfin, j'avais aidé à mettre fin à un conflit chez Roclen. Roclen, c'est une boîte qui fabriquait de la laine de verre à Saint-Étienne-de-Rouvray. Boîte assez importante, qui venait de faire grève pendant un bon moment. Contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une grève qui avait été harde. Et moi, je me souviens avoir dit au patron, en partant, je lui avoir dit, bah, dites donc, vous n'êtes pas prêt à avoir, avec une grève pareille, vous n'êtes pas prêt à en avoir une autre tout de suite. Vous êtes tranquille pour un bout de temps. Je vais vous dire ce genre de conneries. C'était vraiment une connerie, parce que le lendemain, tout est reparti, y compris chez Rockland.
Donc, si vous voulez, dans la vie, on peut appeler d'ailleurs des bêtises. Hein. Et donc, voilà, si vous voulez. Bah, moyennant quoi, on peut dire des choses, mai 68, comment je l'ai vécu comme inspecteur du travail, mais sachez que, tout compte fait, c'est un film de presque de 20 jours. J'en ai du coup oublié de payer mes impôts au 15 mai, mon tiers au 15 mai, j'ai eu 10%. Mais ça, c'est pour dire. Mais c'est pour dire que c'est un film, si vous voulez, qui s'est déroulé. J'ai l'impression que le corps n'a pas pesé, c'est-à-dire le corps de l'inspection du travail n'a pas pesé sur ce conflit-là. Mais je me demande s'il pouvait peser sur ce conflit-là. Et il était d'un autre niveau, c'était un coup parti qui pouvait se régler qu'au plan national, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, dans les négociations que vous connaissez, et qui s'est déroulé au ministère, dans l'ancienne chapelle là, de l'archevêque, là, ce qu'on appelle la salle des accords maintenant, et ça s'est réglé là, et ça ne pouvait pas se régler ailleurs. Bon. Et voilà. Et l'attitude des gens du corps, ça n'a pas été une attitude active, je le reconnais. Voilà. Mais même ceux qui... Je dois être un des rares à avoir insisté pour avoir de l'essence et aller voir les entreprises. Je pense que je n'ai rien apporté à ce moment-là. Et rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, continuons notre propos. Et un peu sur le troisième point qui était évoqué dans sa lettre par l'ami sénégalien, les bouleversements après 68, on en a parlé, l'arrivée de la gauche, on en a parlé. Que tirez-vous comme enseignement? Quelle valeur pour l'inspection? Que voyez-vous comme perspective et le problème de l'indépendance, les dangers et l'indépendance? Bah, les enseignements sur ce que je vous ai exposé, c'est-à-dire, je ne parle pas des 20 dernières années, mais sur la période